Bonjour, Mesdames, Messieurs. Bienvenue à cette édition de l'Essentiel qui vous présente les faits saillants de la semaine politique à Ottawa. Avec Pierre Séré, qui est porte-parole du Conseil national des chômeurs et chômeuses, on revient sur la réforme de l'assurance-emploi. Avec l'historien présidentiel Tim Naftali, on analyse le premier face-à-face Trump-Biden, qualifié de pire débat de l'histoire des États-Unis. Mais d'abord, est-ce qu'Ottawa doit présenter des excuses au Québec 50 ans après la crise d'octobre? C'est une des questions que j'ai posées à notre panel de journalistes. C'est le temps d'analyser cette première semaine complète d'activité pour ce Parlement pandémique à Ottawa avec notre panel de journalistes. Je retrouve Joël Denis, Althia et Conrad. Bonjour à vous trois. Bonjour. On va d'abord commencer par la loi d'aide aux travailleurs affectés par la pandémie qui a été adoptée à l'unanimité aux petites heures mercredi matin aux communes après seulement 4h30 de débat. On sait que les conservateurs et le Bloc s'étaient pourtant opposés à ce qu'on écourte le débat sur ce projet de loi-là. Joël Denis, qu'est-ce qu'on doit comprendre de ces manœuvres politiques de l'opposition? Je vous dirais d'abord et avant tout, je pense qu'on doit comprendre que le gouvernement Trudeau a mal fait ses devoirs lorsqu'il a élaboré ce projet de loi-là, qui doit venir en aide aux Canadiens qui n'auront peut-être pas encore suffisamment de liquidité pour les prochains mois parce qu'ils n'ont pas retrouvé leur job. Donc, le gouvernement a mal fait son devoir en ne tendant pas une perche plutôt, je vous dirais, aux partis d'opposition pour mesurer leur appui à certaines mesures. Et on est obligé de voter durant la nuit. Le gouvernement n'avait pas ce qu'il souhaitait avoir dans ce projet de loi. Si ça avait été fait au préalable, je pense qu'on aurait écourté la période même de débat encore plus parce que ça aurait probablement suscité davantage d'unanimité. Oui, parce qu'Althia, il faut dire que le NPD était quand même d'accord pour qu'on en débatte rapidement de cette loi-là. Est-ce que les autres partis d'opposition ont finalement senti que les libéraux et le NPD avaient l'appui du public dans leur démarche? Pourquoi finalement tout le monde y est allé rapidement à l'unanimité? Aucun parti politique voulait être vu comme étant opposé à le nouveau système, le remplacement pour la prestation. Alors, c'est la seule vraiment raison pourquoi il n'y a pas eu de vote opposé au projet de loi. Même, j'ai trouvé ça surprenant que le Bloc québécois se prononce en faveur d'un nouveau programme fédéral. Ça, c'est le programme qui va vous donner 500 $ pour 2 semaines si vous devez rester à la maison parce que vous êtes malade avec le COVID-19 ou parce que vous avez besoin de prendre soin d'un grand-parent ou d'un enfant qui est malade avec la COVID. C'est quand même quelque chose de surprenant qu'on a le Bloc qui se dit, oui, ils vont supporter un peu cet argent fédéral dans quelque chose qui est clairement une juridiction provinciale. Oui, alors que le Bloc québécois, Conrad, justement, dans sa réponse au discours du trône aujourd'hui, a dit que les heures du gouvernement Trudeau sont comptées. Qu'est-ce qu'on doit en comprendre? Il dit ça en sachant que c'est pas la vérité parce que il y a aucune autre, surtout le Parti néo-démocrate qui va pas défaire le gouvernement d'ici le printemps prochain. Donc c'est facile pour lui de dire ça et il joue le rôle de l'opposition. L'autre unanimité aux communes cette semaine, c'est que tous les partis finalement ont été choqués à la suite de la mort révoltante de cette mère de famille à Tikamek, Joyce Echaquan, dans un hôpital de Joliette. On le sait, elle a été victime d'un traitement raciste de la part du personnel de cet hôpital. Justin Trudeau a dit que c'est là la preuve que le racisme systémique existe toujours au Canada. Joël Denis, est-ce qu'on peut se demander, comme l'a fait d'ailleurs Erin O'Toole, si l'enquête sur les femmes autochtones disparues ou assassinées qui a été lancée par le gouvernement Trudeau a donné des résultats? La question était très bonne. En fait, c'était la toute première question que posait Erin O'Toole cette semaine et c'est un choix qui a surpris même le premier ministre Justin Trudeau qui a félicité justement le chef conservateur de soulever ce dossier. Il y a lieu de se poser des questions. C'est la question de l'avenir et du bien-être des peuples autochtones au Canada continue, je pense, de tenailler tous les gouvernements. M. Trudeau avait fait de grandes promesses et a livré peu jusqu'ici. Certes, il y a eu des réserves qui maintenant ont accès à de l'eau potable, mais il en reste tellement des réserves qui n'ont pas accès à de l'eau potable, par exemple. Il y a des contestations qui sont encore devant les tribunaux pour des programmes sociaux qui ne sont pas, adéquatement financés par le gouvernement, qui sont dédiés justement au peuple autochtone. Donc, parfois, les paroles, les babines ne suivent pas les bottines, et ça paraît, oui, justement, ça paraît beaucoup dans ce dossier-ci, je vous dirais pour ce qui est du gouvernement Trudeau, parce qu'il a tellement mis les attentes très élevées, alors que ce qu'il a livré jusqu'ici, il n'est pas tout à fait
ce qu'il avait promis. Oui, Althia, la réaction la plus sentie aux communes est vraiment venue de Jack Meeting, qui s'est adressé directement à la victime. On a senti que ça le touchait vraiment. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette réaction de Jack Meeting, du chef du NPD? Monsieur Singh est très bon, surtout sur les questions d'identité. On l'a vu durant l'élection avec le blackface de Justin Trudeau, de pouvoir connecter, surtout avec les jeunes, je dirais, sur des questions identitaires. Il se met vraiment dans la peau des gens. Il y en a même écrit, en fait, dans son mémoire de son expérience personnelle, le racisme que lui avait subi. Alors, je pense qu'il n'y a personne vraiment en politique, surtout au fédéral, qui peut venir ajouter quelque chose de personnel. Et puis, Jack Meeting, c'est vraiment son moment où on le voit se démarquer vis-à-vis des autres politiciens. Oui. Conrad, au Québec, le premier ministre Legault, lui, a dit que ce qui est arrivé à Joyce Echaquan, c'est absolument, il a dit totalement inacceptable. Bon, il y a 2 membres du personnel infirmier qui ont été congédiés à la suite de cette affaire. Mais on sait quand même que le premier ministre Legault nie toujours l'existence de racisme systémique au Québec. Qu'est-ce qu'on doit comprendre de la position du premier ministre du Québec? Mais c'est assez étonnant d'une certaine manière parce que M. Legault a joui d'une popularité quasi sans précédent comme premier ministre. Donc, il a le capital politique pour prendre des risques et pour faire avancer des choses dans des dossiers comme ça. Mais M. Legault semble incapable de trahir sa base nationaliste qui est plutôt favorable à son discours selon lequel c'est un cas isolé et que le système n'est pas raciste, les individus sont racistes. Mais je pense que c'est un angle mort chez lui que tôt ou tard il doit adresser. Oui, parce qu'il a été pressé cette semaine par des membres de la communauté autochtone de reconnaître ce racisme systémique et il a encore, jusqu'à maintenant, refusé de le faire. Un mot sur le déficit maintenant record au Canada. Le directeur parlementaire du budget, Yves Giroux, a prévenu cette semaine que le déficit allait s'élever à 328 milliards de dollars pour l'exercice qui se termine le 31 mars. Évidemment, c'est astronomique, mais c'est quand même un peu moins que ce que prévoyait l'ex-ministre des Finances, Bill Morneau, avant de quitter son poste cet été. Joël Denis, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, je pense que finalement, ce chiffre va continuer à augmenter pour la raison suivante, c'est que l'étude de M. Giroux, le directeur parlementaire du budget, tient compte des dépenses qui ont été annoncées jusqu'au 1er septembre. Or, depuis septembre, en fait, juste le nouveau projet de loi qui a été adopté cette semaine à la Chambre des communes à l'unanimité fait augmenter les dépenses de 5 milliards de dollars. Donc, le chiffre va sûrement peut-être atteindre au moins 375, sinon les 400 milliards de dollars une fois que l'exercice financier soit terminé. Il faudra aussi surveiller, comme le soulignait avec justesse la semaine dernière notre collègue Conrad Yaoukabouski, combien d'argent vont rentrer dans les coffres du gouvernement. Ça, on ne le sait pas. Quand les entreprises ferment, ça ne paye pas d'impôts. Quand les employeurs perdent leur emploi, ça ne fait pas d'impôts. Donc, les revenus vont peut-être diminuer et faire en sorte que le déficit sera plus élevé que ce qui est inscrit dans le rapport du directeur parlementaire du budget. Oui, avant d'entendre Conrad justement là-dessus, Althia, les prévisions supposent qu'il n'y aura pas de deuxième vague sévère de la pandémie. Évidemment, on va voir. Mais est-ce que le vrai test pour le gouvernement Trudeau, pour la nouvelle ministre des Finances, Mme Freeland, ça va être la mise à jour économique et financière de cet automne? Je suis pas certaine que ça va être la mise à jour parce que je m'attends que ce soit peut-être pas le document à quoi on s'attendait. Ça se peut que ça soit vraiment juste quelque chose de plus petit, comme on a vu au mois de juillet, et pas vraiment un exercice financier comme un budget. Ce serait quand même étonnant qu'on n'aurait pas de budget en 2020. Là. Mais je pense que pour Mme Freeland, le test, ça va vraiment être pas que c'est quoi le gros chiffre du déficit, parce qu'on s'attend tous que ça soit autour vraiment de comme 400 milliards de dollars. À un moment donné, on perd la tête, là, 10 milliards ici, 10 milliards là-bas, ça vient qu'à des chiffres comme ceci, ça n'importe plus d'une manière. Mais c'est vraiment, est-ce qu'il va y avoir un ancrage fiscal? Sur quoi, ça va être quoi la piste de retour vers l'équilibre? Parce que cet instant-ci, Mme Freeland, elle veut juste dire qu'elle est prête à dépenser n'importe quoi, n'importe combien, pour n'importe quand. Conrad, comme dit Althia, les chiffres sont immenses. Ça veut quasiment plus rien dire parce que, bon, quoi qu'il en soit, le Canada s'achemine évidemment vers un déficit record. Est-ce qu'on peut s'attendre à une décote du Canada? Parce que jusqu'à maintenant, vous me corrigerez si j'ai tort, mais il y a seulement l'agence Fitch qui a abaissé la cote de crédit du Canada, non?
Oui, justement, c'est pour ça que je crois que Mme Freeland doit être plus précise dans sa mise à jour économique pour donner une idée des pistes que compte suivre le gouvernement, justement pour remettre les finances publiques sur les rails et aussi l'ancrage fiscal, comme elle disait, que ça soit plafonné. Le plus facile pour l'instant pour le gouvernement, c'est de plafonner les paiements d'intérêt à soit 10% des revenus parce que plafonner la dette, quand la dette continue à augmenter à un taux, à un rythme faramineux, c'est difficile. Mais c'est sûr que les agences de notation de crédit, on a vu la semaine dernière, après le discours du trône, Moody's à New York a dit que le discours du trône était très ambitieux. Elle s'attend à ce que le gouvernement dévoile bientôt ses plans pour financer ces dépenses. Donc, oui, les agences de crédit regardent de plus près. Ils sont très réticents parce que vous savez que les agences sont souvent les dernières à constater les dégâts avant les marchés financiers, mais oui, on se dirige vers ça. Donc, ça nous pend au-dessus de la tête au Canada. J'aimerais enfin vous entendre tous les trois sur la motion du Parti québécois. C'est notre dernier sujet aujourd'hui, qui réclame des excuses du gouvernement fédéral pour l'arrestation arbitraire de presque 500 personnes, 500 Québécois pendant la crise d'octobre 70. Monsieur Trudeau a encore une fois été questionné à ce sujet aujourd'hui. On va écouter sa réponse, puis je vous reviens tout de suite. C'est certain que les événements d'octobre 1970 ont été très difficiles pour bien des Québécois. Je pense qu'il faut commencer par avoir une pensée pour la famille de Pierre Laporte, pour qui cet anniversaire ramène de très douloureux souvenirs. Joël Denis, donc, M. Trudeau reste quand même assez vague, mais c'est clair, il refuse de présenter des excuses pour le gouvernement. Est-ce que le gouvernement fédéral devrait s'excuser 50 ans après la crise d'octobre? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un pan triste de l'histoire du pays, évidemment, et ceux qui ont été affectés ne l'ont jamais oublié, évidemment. Il va y avoir des pressions venant de l'Assemblée nationale pour que, justement, le gouvernement fédéral présente des excuses officielles à ceux qui ont été touchés. Maintenant, M. Trudeau lui-même a ouvert la porte à de telles excuses lors d'une conférence de presse le mois dernier à Montréal, quand il a dit que même son père, comme premier ministre, avait commis des erreurs. Je pense qu'il faisait allusion à la loi sur les mesures de guerre et le traitement des Québécois pendant cette période. Donc, la pression va ne faire que s'accentuer. Le Bloc québécois en sonné le porte-parole à Ottawa. Et je ne serais pas surpris qu'un jour, le Parti conservateur se joigne aussi à ça et également le NPD. Oui, parce qu'Altia, c'était, il faut le rappeler, le père Trudeau qui avait dépêché l'armée au Québec pendant pendant la crise d'octobre, à la demande évidemment du gouverneur du Québec. Est-ce que Justin Trudeau devrait s'excuser pour un geste qui a été commis par son père il y a 50 ans? Ah, ben ça, c'est pas à moi de dire si le premier ministre devrait s'excuser ou non. Je serais surprise s'il s'excuse pour les actions de son père. Par contre, on a vu M. Trudeau s'excuser pour plein d'autres choses, pour plein d'erreurs qui ont été commises par d'autres premiers ministres envers d'autres communautés. Alors, c'est clair que le Bloc québécois veut mettre la pression sur ce triangle-ci. Et puis, jusqu'à date, les journalistes, c'est un des projets de loi les plus intéressants on va en parler pendant un petit bout, je pense. Oui, on sent que ça suscite de l'intérêt beaucoup du côté d'Ottawa. Oui, la motion, je devrais dire, oui. Oui, c'est ça, exactement, du Parti québécois, qui est appuyé par tous les autres partis à l'Assemblée nationale, sauf le Parti libéral du Québec. Conrad, il ne faut pas oublier, donc c'était, je le disais il y a un instant, à l'époque, c'était le gouvernement du Québec là, qui avait demandé au gouvernement fédéral d'envoyer l'armée, de déployer la loi sur les mesures de guerre. C'était le gouvernement de Robert Bourassa. Le Québec a déjà présenté ses excuses pour ça à la population. Est-ce que des excuses fédérales sont nécessaires, selon vous? Oh, oui, bien, s'il y a des excuses, ça devrait surtout venir du gouvernement du Canada, parce que moi, je ne dis pas que je suis favorable à ça, mais je dis tout simplement parce que c'est le gouvernement fédéral qui a déclaré l'urgence et qui a donné ses pouvoirs à la police. Donc, c'est le gouvernement fédéral qui était responsable. C'est pas le gouvernement provincial, même si le provincial avait demandé qu'il le fasse. Mais j'ai écrit ma chronique qui est dans le journal d'aujourd'hui sur ce sujet-là, et la réaction au Canada était tellement hostile et est tellement hostile. Marc Lalonde, qui était le chef de cabinet de M. Trudeau à l'époque, il avait dit que l'idée était farfelue, et c'est ça la réaction au Canada anglais. Ils trouvent ça farfelu, et
il ne trouve pas que la réponse de M. Trudeau M. Trudeau père était disproportionnée par rapport à la menace. Donc, je crois que ça va rester lettre morte, là. Mais on va quand même lire votre chronique avec beaucoup d'intérêt. Joël Denis, Altia et Conrad, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Merci, au revoir. Merci, à la semaine prochaine. 3,5 millions de prestataires de la prestation canadienne d'urgence sont donc redirigés depuis aujourd'hui vers le système d'assurance-emploi bonifié. Système dont, je vous le rappelle, l'accès a été temporairement élargi afin d'accueillir les chômeurs de la COVID-19. Alors, pour réagir à tout ça, je retrouve Pierre Séré, qui est porte-parole du Conseil national des chômeurs et des chômeuses. Bonjour, Monsieur Séré. Bonjour, Mme Bégin. Il y a deux choses dont je veux discuter avec vous. D'abord, la réforme de l'assurance-emploi comme telle et par la suite, les 3 différentes prestations pour venir en aide aux travailleurs touchés par la COVID. D'abord, sur la réforme comme telle de l'assurance-emploi, le gouvernement réduit à 120 le nombre d'heures travaillées pour y avoir accès. Est-ce que c'est suffisant? En fait, ce que le gouvernement a fait, c'est pendant 1 an, parce qu'il y a une date de péremption à ces mesures d'assouplissement jusqu'au 11 septembre 2021. C'est temporaire. Et il établit un critère unique d'admissibilité pour l'ensemble canadien. Ça ne s'était pas vu depuis les années 70, soit dit en passant, depuis 1977. Et le critère unique d'admissibilité est fixé à 420 heures. Donc, pour toute la prochaine année, jusqu'au mois de septembre 2021, n'importe qui au Canada, peu importe sa région de résidence, va pouvoir se qualifier avec 420 heures. Là où la mesure de crise ajoute quelque chose, c'est que ta première demande, ça va être un one-shot d'utilisation. On va donner à chaque prestataire ou à chaque travailleur, travailleuse qui fait une demande d'assurance-emploi, on va lui accorder une banque de 300 heures de travail qui s'ajoute à ses heures de travail réelles de travailler. En d'autres mots, c'est sûr que quelqu'un qui arriverait pour la première fois avec seulement 120 heures, grâce à cette banque de 300 heures, arriverait à se qualifier, mais ça coche. Ça, c'est la première grande mesure d'admissibilité qui vient vraiment assouplir l'éligibilité et l'admissibilité à l'assurance-emploi. Je dois avouer que la ministre Qualtrough, dans la réflexion qu'ils ont eue avec son équipe là, sur la mise en place de ces mesures d'assouplissement-là, sont allés très loin. Ils touchent aux fondamentaux du programme d'assurance-emploi, là où le bas blessait. Parce que ce programme-là, depuis les années 90, avait été littéralement dévasté. Par toutes les réformes et contre-réformes des années 90, la couverture était très basse. Et quand je dis il s'attaque aux fondamentaux, l'admissibilité, le taux de prestation, et qui prend aussi certaines caractéristiques d'un revenu minimum, parce que le plancher de la prestation de chômage pour la prochaine année va être de 500 $ brut par semaine. La période de prestation, elle est améliorée, un minimum de 26 semaines. Le délai de carence est aboli jusqu'au 26 octobre, et jusqu'au 25 octobre plutôt. Et dans le cas des prestations maladie, pour toute la prochaine année, il n'y a pas de délai de carence. Donc, c'est plus souple, c'est plus flexible. Ça vous satisfait? Pour revenir à ma question de départ, à la lumière de ce que vous nous dites, c'est satisfaisant. Écoutez, pour un espèce de vieux combattant que je suis, parce que moi, ça fait 40 ans que je suis là-dedans. Écoutez, j'étais là en 1979, au moment des mesures Collins, sous le gouvernement de Pierre Trudeau. Alors, et on a été habitués pendant ces 40 ans-là à subir des mesures de compression, particulièrement, encore une fois, dans les années 90. Et on a des revendications, bien sûr, de la société civile. Et là, enfin, il y a quelqu'un, une ministre, un gouvernement, je pense aussi, qui a orienté son discours du trône sur l'assurance-emploi en disant « C'est un grand révélateur de la pandémie, ce sont les failles de notre filet social et il faut se donner un programme d'assurance-emploi du 21e siècle. » Et je pense que la ministre Qualtrough, elle remplit sa mission parce qu'il y a vraiment une réflexion qui est sérieuse, une approche qui est sérieuse. Et enfin, on rétablit un nouvel équilibre à l'intérieur de l'assurance-emploi. Je termine avec ça. Je pense qu'il y a un enjeu, par contre. Est-ce que ça demeure un caractère temporaire et au mois de septembre 2021, on revient à ce que c'était avant? C'est comme de dire, on ouvre un réseau de garderies partout au Canada, puis dans 1 an, on va tout fermer. Ça a été le fun, mais c'est fini. Alors non,
Il faut vraiment réfléchir au caractère permanent de ces réformes-là, je pense. Parce que la mesure, cette réforme, elle est temporaire, faut-il le rappeler. Il nous reste peu de temps. Pour ceux maintenant qui sont toujours pas accessibles à cette assurance-emploi revue et corrigée, je dirais, le gouvernement a mis en place 3 prestations. Vous le savez, la prestation de relance de l'économie, les prestations de congé de maladie pour les travailleurs qui auraient à se placer en quarantaine à cause de la COVID-19 et des prestations aussi pour ceux qui auraient à venir en aide à leurs parents, à être aidant naturel. Le gouvernement ratisse plutôt large. Est-ce que le gouvernement a oublié du monde dans tout ça, M. Siré? Sincèrement, pour le moment, ma réponse est non. C'est-à-dire, si on s'adresse au monde du travail, largement à la population active, que tu sois travailleur, travailleuse salariée ou travailleuse autonome, travailleur indépendant, je pense pas. Avec le type de couverture qui a été mise en place du côté de l'assurance-emploi, et du côté de ces prestations de relance économique qui s'adressent justement aux gens qui n'ont pas droit à l'assurance-emploi et au premier chef, le monde du travail indépendant. Puis là, on voit le secteur de l'agriculture, etc. Il y a bien du monde qui est vraiment magané depuis la pandémie du mois de mars. Puis on embarque dans une deuxième vague. Alors là, il y a des mesures de soutien économique. Bien sûr, il y aura des alarmistes pour dire qu'on dépense beaucoup d'argent, mais on a le choix. On est placé devant un choix où on aide les gens en amont, où on n'aide pas les gens. La pandémie qui a rendu le gouvernement très interventionniste. Merci beaucoup, Pierre Siré. Merci. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Un saut maintenant du côté des États-Unis. Le président Trump et son adversaire Joe Biden ont repris la route de la campagne électorale au lendemain d'un premier débat entre les 2 candidats qui aura été d'une rare âpreté. Pendant 90 minutes, les 2 hommes ont croisé le fer dans un climat parfois de totale cacophonie. Film d'horreur, fiasco, bordel, les commentateurs américains ont eu des mots très durs pour décrire ce face-à-face télévisé qui s'est tenu à Cleveland, en Ohio. Alors, pour analyser ce débat et la suite des choses sur la campagne électorale, je retrouve à New York l'historien Tim Naftali, qui est également professeur associé à l'Université de New York. Bonjour Tim, vraiment, c'est un plaisir de vous accueillir à l'antenne de CEPAC. Merci d'être avec nous. D'abord, certains ont dit que ce fut le pire débat de l'histoire des États-Unis. Vous êtes historien présidentiel. Qu'est-ce que vous en pensez? Premièrement, Esther, je suis très heureux d'être ici aujourd'hui. Oui, facilement, on peut dire que c'est le pire. C'est le pire parce qu'il y avait un des participants qui ne voulait pas vraiment se débattre. C'était évident que le président Trump, il participait seulement pour attaquer le système électoral américain. Il n'était pas vraiment là pour échanger d'avis avec l'ancien vice-président Biden. Il n'était pas là pour suivre les règles du débat. C'était évident. Quand il a parlé avec le modérateur Chris Wallace, c'était clair que le président ne voulait pas suivre les règles. Alors, il était là seulement vraiment pour lutter contre les normes de l'élection américaine. C'est un premier débat qui, quoi qu'il en soit, survient à 5 semaines des élections présidentielles du 3 novembre. Actuellement, on sait que c'est Joe Biden qui mène dans les sondages, autant dans les sondages nationaux que dans les États clés. Quel pourrait avoir l'impact de ce débat sur la suite de la campagne présidentielle? On a vu, en effet, le débat était hier. Alors, les sondages après le débat nous montrent que s'il y a un gagnant en ce qui concerne les sondages, c'est M. Biden. L'avance de Biden peut-être a augmenté 2 ou 3 points à cause de son performance, mais aussi à cause de la zizanie créée par président Trump. Normalement, avec les débats, ce qu'on peut arriver, les débats sont une occasion pour le deuxième candidat. Le candidat qui mène peut seulement perdre en ces débats. Normalement, c'est le candidat qui n'est pas en avant, qui doit utiliser le débat pour changer les sondages et pour changer la structure de la concurrence. Ouais. Alors,
hier soir, c'était vraiment pour Trump, c'était pour lui plus important de changer le discours, de changer le récit que Biden. Et c'est la raison pourquoi hier soir était très mauvais pour Trump, très, très mauvais. Reste que rien n'est gagné dans cette présidentielle. Tim Naftali, vous êtes à la fois Canadien et Américain. En fait, vous êtes né au Canada et vous vivez aux États-Unis. On sait que le premier mandat du président Trump a été particulièrement destructeur pour les relations entre le Canada et les États-Unis. M. Trump, entre autres choses, a menacé de déchirer l'accord de libre-échange, a imposé des tarifs sur l'acier et l'aluminium canadien. Si jamais Donald Trump, faisons un peu de politique fiction, est réélu au terme de l'élection du 3 novembre, à quoi peuvent s'attendre les Canadiens de son deuxième mandat? Ou pourraient s'attendre les Canadiens de son deuxième mandat? D'après moi, la plus grande menace présentée par Trump a été déjà défait durant le premier mandat. Et c'était la question de l'avenir de la libre-échange. À cause d'excellentes négociations menées par les Mexicains et les Canadiens, le libre marché nord-américain a été sauvé. Et d'après moi, c'était l'avenir de ce marché énorme et libre était vraiment menacé par Trump, par les mots, par les idées, par les promesses de Trump en 2016. Mm-hmm. D'après moi, un deuxième mandat de Trump sera très, très menaçant pour les citoyens américains. Mais en ce qui concerne les relations commerciales avec le Canada, je ne crois pas que vous verrez un grand changement. Parce que, advenant une victoire quand même de Joe Biden, du démocrate, au terme de l'élection du 3 novembre, il faut mentionner que M. Biden a quand même un programme très agressif de Buy America. S'il remportait cette élection présidentielle, on peut se demander aussi quel serait l'impact sur les relations commerciales entre le Canada et les États-Unis. Je crois que nous verrons, nous verrons le retour d'un allié au sud pour le Canada. Vous verrez que les États-Unis vont participer encore en discussion en ce qui concerne le climat, sur le plan du climat. Vous allez voir le retour aux relations étroites et chaleureuses de l'ère Obama. Alors, d'après moi, le Canada ne verra pas une grande menace du côté de Biden. OK, donc un changement draconien par rapport aux relations sous la présidence de Donald Trump. Tim, un des gros enjeux de la pandémie de coronavirus actuellement, c'est bien sûr la fermeture de la frontière entre le Canada et les États-Unis. Fermeture depuis le mois de mars dernier. Le président Trump s'est dit récemment pressé de rouvrir cette frontière entre le Canada et les États-Unis. Qu'est-ce qu'on pense aux États-Unis de cette réouverture éventuelle de la frontière canado-américaine? Comme quelqu'un qui suit les événements ici aux États-Unis, vous savez, Esther, qu'il y a beaucoup de monde aux États-Unis qui ne pousse pas pour rouvrir des choses, rouvrir l'économie complètement, parce qu'on sait bien que la menace de COVID existe toujours. Alors oui, certainement, il y a des gens qui poussent le président pour pousser Ottawa pour ouvrir la frontière, mais je ne crois pas qu'il y a une grande pression. Les amis du Canada aux États-Unis vont attendre jusqu'au moment où le premier ministre canadien pense que c'est une bonne idée de rouvrir la frontière. Alors que du côté du Canada, il n'y a pas de pression vraiment non plus, en fait, de façon majoritaire pour ouvrir la frontière entre le Canada et les États-Unis, alors que les cas de coronavirus continuent d'augmenter. Tim Naftali, historien présidentiel et professeur associé à l'Université de New York, merci beaucoup de nous avoir parlé. Au plaisir de vous reparler peut-être au prochain débat Trump-Biden le 15 octobre. Merci. J'espère. Merci beaucoup, Esther. Au revoir. Au revoir.
Alors voilà, ça complète notre revue de la semaine politique à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite un excellent week-end et à lundi.